Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine. Aujourd'hui, par Shofar Podcast de notre ami Rav Gabriel Lévy, qui est un amour, qui interviewe ce couple Shmuel et Nahava Belisha, qui nous parle de une préparation au mariage et de repréparation à leur mariage pour les jeunes mariés. Et eux, apparemment, ils s'occupent de ça. Est-ce qu'ils sont compétents? On va voir ça tout de suite. Vous avez senti que c'était quelque chose d'important? On a pu plonger dans ce sujet. Tu veux dire? Alors, la vérité, c'est qu'on a commencé par faire des adrachot, accompagnement de Khatanim et Kalot avant le mariage. C'était le but au début, juste de donner une bonne adracha, parce que nous, et Shmuel et moi, on n'a pas eu une très bonne adracha avant le mariage, pas eu un très bon accompagnement, et on ne s'est pas senti prêt. On est arrivé après le mariage, ni au niveau ilchati, ni au niveau du couple. On n'a pas senti que vraiment on avait une bonne préparation. Donc, à la base, c'était ça qui nous a, moi en tout cas, c'est ça qui m'a motivée à dire, mais Zrat Hashem, j'aimerais apprendre comment faire la préparation avant le mariage et faire quelque chose de plus complet. Pas juste à la femme, qui est très important, et au niveau ilchati, voir vraiment que les calottes, elles comprennent tout, que c'est bien expliqué, que ça fait envie aussi. Et au Bon, je doute qu'elle explique tout au niveau halakha aux calottes. Je doute qu'elle leur explique que, apparemment, à partir du moment où elles se marient, elles tombent sous l'autorité de leur mari et qu'elles doivent faire toute la volonté de leur mari. Je doute qu'elle leur dise qu'à partir du moment où elles se marient, elles ne peuvent pas divorcer. Je doute qu'elle leur dise tout au niveau de la halakha, et c'est pourquoi elle a la bêtise de dire pas que au niveau de la halakha, parce qu'en vérité, elle-même ne connaît pas la halakha. Parce qu'en vérité, tout est dit dans la halakha. Mais le problème, c'est pour des gens qui sont incompétents à ce niveau-là, ben évidemment, ils ont l'impression qu'il manque des choses parce que la seule chose qu'ils ont lue, c'est le Siman Resh Mem dans Orach Chaim. Et ils savent pas qu'il y a, comment dire, c'est une encyclopédie au niveau du couple, la Torah. niveau du couple, donner un peu d'histoire, de conseils, de marchava, de l'importance du couple. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, avec les années, on a vu que ce qui manquait beaucoup, c'était pas juste l'accompagnement avant le mariage, mais aussi après. C'est-à-dire avant le mariage, les gens, les couples, ils sont en bon mode, ils s'aiment, ils sont amoureux et tout va bien. Donc, le RCO, ça va. Et la préparation, c'est un peu comme la théorie, c'est de la théorie. Et en fait, il y a le mariage, c'est le top. Et après le mariage, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus du tout d'accompagnement. Et plus que ça, les couples, ils se gênent de dire qu'ils ont une difficulté. Et tout le monde a des difficultés. Et en fait, on les revoit, ou Shmuel, il les revoit, et moi aussi, des fois, je les rencontre, que plusieurs années après, quand ils parlent déjà du divorce, quand ça va vraiment pas bien. La vérité. Bon, bah déjà, s'il parle de divorce, c'est qu'elle a mal fait son boulot, d'accord? Si elle a bien fait son boulot au départ, même avant même qu'ils soient mariés, d'accord? À part dans certains couples extraordinaires ou exceptionnels, je veux dire, où effectivement il y a quelque chose qui est dévoilé après, juste après le mariage. Et j'ai déjà entendu des cas comme ça, mais en général, ça se dévoile dans la première semaine, dans le premier mois, ça attend pas des années, d'accord, ou qu'il y ait des enfants. Ça, si après ça, on parle de divorce, c'est qu'il y a eu une mauvaise préparation au mariage. Si elle a bien fait sa préparation au mariage avant, on parle pas de divorce. Ce qu'elle est en train de nous dire là, c'est qu'elle est complètement inefficace. Parce que si elle était efficace, ça n'arriverait pas à discuter de divorce. Je veux dire, en plus, le fait que elle le dit pas là, mais il est évident dans l'ère du temps d'aujourd'hui, tel que les choses se font, d'accord, que les femmes elles disent si c'est comme ça, moi je divorce, si c'est comme ceci, moi je divorce, d'accord. Elles ont même pas la conscience qu'elles peuvent pas faire ça, d'accord, et que si elles font ça, elles vont être échétiches et qu'elles vont faire l'adultère et qu'elles auront des mamzerim. C'est complètement absurde. Donc voilà, on est déjà devant deux personnes et que ça absolument pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on allait vers la dégringolade à partir du moment où il s'est tourné vers sa femme pour obtenir l'autorisation de répondre. Elle l'a regardé, elle aussi, et il lui a dit: est-ce que tu veux répondre à ma place? Et donc on a vu de qui venait l'initiative, qui c'est qui dirigeait les choses et qui en fait était à la tête de la façon de penser dans cette histoire-là. Donc c'est un gros problème, d'accord? Parce que c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit que les paroles de Torah soient brûlées et qu'elles ne soient pas transmises aux femmes, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, au niveau de Ilchot Talmud Torah, que quand on enseigne la Torah orale aux femmes, elles en apprennent à faire des averot. La preuve, c'est ce qu'elle vient nous dire ici. Enseigner tout au kalot, toute la halacha, mais aussi que ce soit agréable.
Excuse-moi, c'est pas fait pour être agréable, la préparation avant le mariage, d'accord? Évidemment qu'on s'attend tous à avoir des choses agréables, d'accord? Évidemment qu'il y a un côté très agréable dans le mariage, normalement, si ça se passe bien, d'accord? Mais la préparation avant, c'est fait pour nous enseigner qu'on a des devoirs qui sont désagréables et qu'on doit respecter. Et d'ailleurs, l'homme, on le fait signer la Ktouba, et c'est que des choses désagréables, d'accord? Mais il s'engage parce que c'est la seule façon d'obtenir également les choses agréables. Par contre, les femmes, il faut absolument pas leur parler de choses désagréables. Aucun devoir, que des droits. Craignent des problèmes pendant des années, des difficultés. Et au lieu de s'en occuper quand c'est tout petit, c'est-à-dire quand c'est mamage au début, juste après le mariage, ça traîne, et après ça arrive à des gros. Là-dessus, elle a tout à fait raison. C'est vrai qu'il faut faire du service après-vente au niveau de la préparation au mariage. Ça peut pas se faire comme ça. Et je suis également extrêmement d'accord avec elle qu'il faut faire la drachat kala. Il faut préparer les jeunes filles qui se marient, d'accord? Il y a beaucoup de couples qui se marient où la jeune fille, on lui demande rien du tout. L'homme, il reçoit une préparation. La jeune fille, à part les lois de Nida, elle reçoit aucune préparation, seulement si elle le veut bien, d'accord? Ce qui est complètement absurde. Et du coup, on envoie le couple dans le mur. Oui, mariez-vous. Ça devient un petit peu un culte. Faudrait que je fasse une vidéo un jour sur le culte du mariage. Mariez-vous, faites partie de la secte. Et après, on s'en fiche, rentrez dans le mur. Et principal que vous vous êtes marié, que vous avez acheté votre ticket pour faire partie du club. Conflit. Et très souvent, on les rencontre 4-5 ans après quand ils parlent déjà de divorce. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation, en fait, 4-5 ans après, hein, elle nous dit. Ça veut dire, il y a une vie commune incroyable après 4-5 ans. C'est pas, ils ont découvert tout d'un coup quelque chose qui les a surpris. Excusez-moi. Après 4-5 ans, d'accord, normalement, il y a aussi des enfants après 4-5 ans. On divorce pas comme on a des enfants, d'accord? C'est complètement absurde. Et puis, ce qu'elle nous dit pas non plus, c'est qui c'est qui parle de divorce. Mais comme elle, c'est la femme, a priori, c'est les femmes qui lui parlent. C'est pas les hommes, d'accord? Donc, les femmes commencent à lui parler de divorce. Donc, elles savent absolument pas quels sont leurs droits et leurs devoirs. Donc, elle a été totalement inefficace et complètement nulle, je dirais, sur la préparation qu'elle a fait avant le mariage. Elle a rien dit aux calottes des choses importantes qu'il fallait leur dire. Après ce constat qu'on a eu avec Nava, on a commencé par introduire dans la formation au mariage, dans la préparation au mariage, des mifgashim, des rencontres après le mariage aussi. On a commencé à faire 2-3 rencontres après le mariage, mais on a vu que ça suffisait pas forcément. Moi, j'ai fait une formation après de Yoetz Zugi, de conseiller conjugal, et on s'est rendu compte que les gens comme Adi Nava viennent soit pour la théorie, la préparation avant le mariage, soit une fois qu'ils sont en crise. Alors je les retrouve au moment de la crise, quand il y a déjà des mois ou des années, très souvent, souvent des années de frustration, de tension et de frustration, et c'est beaucoup plus difficile à ce moment de travailler. Donc on s'est dit depuis quelques temps déjà que le travail principal pour nous à faire, il est dans les premières années du mariage, après le mariage, pour que ça aille mieux, pour que ça aille bien, quand ça va déjà assez bien, pour que ça aille mieux et pas arriver à ces situations de crise. Ce qu'on a envie de faire ensemble aujourd'hui, c'est sûr que des personnes qui sont déjà arrivées à une situation d'éloignement, de crise, etc., ont besoin de ces outils-là, mais toute personne qui vit une vie de couple et qui a envie d'améliorer cette vie de couple, on sait à quel point on a souvent un long chemin à faire pour arriver au couple rêvé. Et ça nous intéresse en fait dans la pratique que vous avez d'avoir vu des dizaines de couples. Est-ce que vous êtes capable de donner, c'est sûr que ça demanderait, j'imagine, plusieurs sessions, mais de donner une erreur ou un outil particulier qui peut apporter énormément aujourd'hui aux vies de couple? J'ai une phrase en tête que j'ai retenue du Rav Berliner, chez qui j'ai étudié le conseil conjugal, où il disait une phrase assez choquante. Il disait il n'y a aucun rapport entre le... Moi, je trouve ça problématique. Les gens qui ont besoin d'étudier auprès de quelqu'un le conseil conjugal. C'est-à-dire que déjà, il y a une admission déjà qui sont pas compétents à la base. Je veux dire, ça doit être quelque chose que tu sais que tu es compétent et tu vas avoir besoin de suivre un cours organisé. Il faut savoir que les rabbinim qui donnent les cours, le Rav Simcha Cohen par exemple, qui a écrit un livre qui est très connu, son livre est, comment dire, il n'est pas adapté à notre génération, d'accord? Il est adapté à la génération à l'époque où il a écrit, et c'est plus adapté aujourd'hui. Le monde change extrêmement vite. Et aujourd'hui, il faut beaucoup plus de compétences que ça, et beaucoup plus de connaissances concernant les fondements de la loi juive. Tout ce qui concerne tous ces sujets-là, il faut connaître la halakha en ce qui concerne la Nehara Meurasa, en ce qui concerne la Sota, en ce qui concerne le mariage lui-même, les Nisuin, les Kiddushin, le Isur Loye Kedesha,
il faut connaître les lois des Gittin. Quelqu'un qui n'est pas compétent dans ces halachot-là ne peut pas comprendre quel est l'avis de la Torah dans tout le sujet du couple. Et ces gens-là vont aller faire une formation à la va-vite. C'est pas forcément ceux qui sont les plus compétents pour conseiller. Niveau d'amour sous la choupa et l'état du couple 5 ans après. C'est-à-dire qu'on se dit, on s'aime à la folie, on s'aime énormément, on se marie, mais où se trouve après le couple 5 ans après, ça dépend pas forcément de... Et même sur les lois de, comment dire, les lois de Ishut, hein, tout ce qui est Ishut dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, et également les lois de la belle captive, tout ça sont des lois essentielles. Il faut avoir une connaissance générale dans le Tanakh, dans la Halacha et dans la Gemara, ce sujet-là, pour pouvoir donner des conseils. C'est pas un truc qu'on sort de son chapeau. Combien on s'aime. Et là, je pense qu'il y a le point peut-être pour nous, un des points qui peut le plus aider. Et j'ajouterais également que nos sages ils ont dit, quelqu'un ne peut pas être omed al divrei Torah, ne peut pas comprendre le fond de la pensée de ce qui est marqué dans le Talmud, jusqu'à ce qu'il ait vomi le lait de sa mère. Et c'était une grande question. Pourquoi les sages ont dit une telle chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec le lait de la mère? Pour pouvoir comprendre les paroles du Talmud. Comprendre une chose, Talmud, c'est une façon d'étudier qui est destinée pour le cerveau masculin. D'accord? Et le lait de sa mère, ça fait rapport au fait que l'homme, quand il sort du ventre de sa mère, c'est un petit bébé, oui, un petit bébé masculin, un petit bébé mâle, et ben il se sent faire partie de sa mère, il se sent comme une extension du corps de sa mère, et après il tète, et via la circoncision, la chalaké, la coupe des cheveux, la bar mitzvah, il va petit à petit se détacher et apprendre à devenir un homme. Mais ça change pas qu'il y a ce fondement initial, qu'au départ de sa vie, il se sentait faire partie de sa mère, et qu'il faut qu'il apprenne de lui-même, parce que c'est pas forcément suffisant toutes ces étapes-là, à se détacher complètement de la façon de penser de sa mère, pour pouvoir, et à cesser de l'idéaliser, parce que tout homme, il idéalise sa mère comme ça. Il faut cesser d'idéaliser sa mère, c'est pas la peine de dire du Lachon Hara, de dire des choses sur elle, il faut juste savoir dans sa tête que sa mère, c'est pas un ange, c'est pas quelqu'un, elle a ses défauts, comme toute personne, et que toutes les femmes ont leurs défauts. Et à partir du moment où on arrive à se séparer du genre féminin en tant qu'homme, on peut intégrer la réflexion du Talmud, qui est un discours masculin. Principalement le sujet de l'amour dans le couple. Justement, l'amour, c'est quelque chose, c'est un besoin, on va dire, de base, c'est un besoin de chacun, de se sentir aimé, d'aimer, c'est quelque chose de naturel que chacun de nous recherche et qui est nécessaire pour chacun de nous. Et on trouve une sorte de dissonance entre si je pose la question. L'amour, c'est tout à fait défini, d'accord? Dans la mitzvah, ve'afta l'chacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La définition, c'est quelqu'un qui se réjouit quand t'es joyeux et qui s'attriste quand t'es triste. D'accord? Ça, c'est l'amour. Évidemment que c'est l'amour pour tout le monde, d'accord? Tout le monde peut te montrer cette forme d'amour-là. Maintenant, effectivement, dans le couple, il y a plus de choses qui doivent être faites et qui peuvent être faites pour exprimer de l'amour, effectivement. Par exemple, à des couples, d'habitude, qui est-ce qui aime son conjoint? Alors, à peu près 100% des gens répondront oui, c'est moi j'aime mon conjoint. Mais si on demande au conjoint, est-ce qu'ils se sentent aimés? Alors là, tout d'un coup, le niveau baisse énormément. Et là, il y a quelque chose de bizarre, qu'on fait énormément, on donne énormément, on a l'impression d'aimer, mais l'autre, la façon qu'on a d'aimer ne cause pas à l'autre, n'amène pas à l'autre le sentiment d'être aimé. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui disent ouais, moi, je fais énormément pour mon mari. Moi, je lui montre énormément d'amour. Moi, dès qu'il arrive à la maison, je cuisine, j'ai tout rangé, j'ai fait les laissés, je me suis occupée des enfants, je l'ai laissé dormir, je l'ai laissé aller avec ses copains et tout. Mais lui, rien. Et c'est une sensation que j'ai donné énormément. Moi, je donne énormément d'amour, mais que lui, il me donne pas autant que ce que moi je donne. Et chez les hommes aussi. Ken, Voilà, c'est là que on arrive à faire une espèce d'équivalence entre l'homme et la femme, d'égalisation, alors qu'en fait, on essaie juste de faire en sorte que l'homme fasse tout ce que la femme veut pour lui faire plaisir, et sans parler de ce que la femme doit faire pour faire plaisir à l'homme.
Donc là, elle parlait des femmes qui disaient « mais moi, je me sens pas aimée ». Bon, on parle absolument pas des hommes. Est-ce que eux se sentent aimés? Est-ce que le fait qu'elle les laissé sortir avec son copain, il se sent aimé pour ça? Il a besoin d'une autorisation. On a vu des vidéos, vous vous rappelez, avec le Rav Cohen Arazi, où il nous dit que si jamais un homme il laisse pas sa femme sortir avec ses copines, ça s'appelle de l'abus. Mais quand la femme laisse l'homme sortir avec ses copains, hein, ça s'appelle pas qu'elle fait ce qu'elle doit et qu'elle est pas abusive. Ça s'appelle maintenant qu'elle lui fait une tova. Mais si l'homme il laisse la femme sortir avec ses copines, il ne fait pas de tova. Il est simplement pas un mari abusif. Vous voyez qu'ici il y a 2 poids 2 mesures. C'est totalement absurde et les gens s'en rendent pas compte que on met le besoin de la femme, c'est la vision gynocentrique du monde, hein, que la femme est au centre du monde, que tout doit être fait pour lui faire plaisir, pour qu'elle se sente le mieux possible et que les besoins de l'homme sont absolument pas pris en compte. C'est beaucoup On glissera à la fin d'une phrase l'homme aussi, sans rien préciser. d'hommes disent, moi je travaille, quand je suis toute la journée au travail, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour pas qu'elle ait besoin, très souvent j'entends ça, pour pas qu'elle ait besoin de travailler, pour pas qu'elle ait besoin de sortir, elle peut être plus libre, elle peut aller faire du shopping, etc. C'est, je le donne en travaillant. Le fait que j'aide, on a l'impression d'être des babysitters dans la maison quand on garde nos propres enfants, mais malgré tout, j'entends ça souvent, et que je garde 2 fois par semaine les enfants, je m'occupe de leur faire les sandwichs le matin, etc. C'est énormément d'actions où l'homme, il veut par là, il sent qu'il donne dans sa zougiout, dans sa vie de couple, il donne à sa femme, et c'est pas forcément satisfaisant pour elle, c'est pas forcément quelque chose qui va être accepté de sa part à elle comme des marques d'amour et des marques d'attention. Alors attention, vous voyez ici, juste avant, elle a dit quand la femme, elle fait des choses pour son mari, eh bien, c'est elle qui est blessée si jamais lui ne lui rend pas. Mais quand lui, il va travailler toute la journée, toute la semaine, indéfiniment, jusqu'à ce qu'il ait sa retraite peut-être, pour sa femme, alors c'est pas suffisant. Il faut en plus qu'il garde les enfants, et c'est toujours pas suffisant. C'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant ce qu'un homme fait. Ici, on va pas prendre en compte le point de vue du mari, mais le point de vue de la femme. D'accord? La femme, elle ne voit pas ça comme suffisant et il faut toujours donner plus, faut toujours donner plus, faut toujours donner plus jusqu'à ce que ta vie soit complètement extraite de toi et qu'il reste plus rien, que tu sois une loque humaine. Mais la femme, dès qu'elle fait un petit quelque chose, elle compte, elle a un petit calepin dans sa tête. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, donc en gros, Et elle s'attend évidemment à ce qu'il y ait un rendu. Hein. Tout ce qu'elle fait, il faut que ce soit rendu d'une façon ou d'une autre. Alors elle fait les comptes. le premier point que vous amenez ici, c'est le fait que entre l'impression d'aimer et est-ce que c'est reçu de l'autre côté, il y a un décalage. Et évidemment, tout ça du point de vue de la femme. Est-ce que ce que tu fais comme homme pour que ta femme se sente aimée, est-ce que c'est suffisant pour qu'elle se sente vraiment aimée ou est-ce que tu dois faire plus? Jamais ça va être dit dans l'autre sens. Est-ce que madame, ce que tu fais pour que monsieur se sente aimé, c'est suffisant ou est-ce que tu dois faire plus? Exactement. C'est-à-dire que je donne, mais je dois donner. C'est ça pour moi, pour nous, le challenge. C'est de réussir à aimer l'autre de manière à ce qu'il se sente aimé. Alors ici on dit l'autre, on parle de la femme. Hein. C'est-à-dire que c'est la chayout, c'est notre responsabilité d'aimer Mais il faut pas le dire parce que sinon le pot-au-feu serait dévoilé. Ouais. l'autre de manière à ce qu'il se sente aimé. Et pas seulement dire moi j'aime parce que c'est ma façon naturelle d'aimer. Ok, j'entends. Alors, à quoi est dû ce décalage? Tu vois, On peut faire les exercices. peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être on te propose à toi de réfléchir 2 minutes. T'as pas besoin de partager. T'as pas besoin de- Mais juste de te rappeler d'une situation où tu t'es senti aimé. Ça veut dire, pense maintenant la première situation qui te vient à l'esprit, une situation où tu as senti de l'amour, tu t'es senti aimé. Tu as une situation en tête? Ok. S'il y a d'autres gens qui écoutent, alors qu'ils se réfléchissent ici quelques secondes dans une situation où ils se sentent aimés, où ils se sont sentis aimés. Et une fois que vous trouvez cette situation-là, de réfléchir, qu'est-ce qui a fait que je me suis senti aimé? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Quelles étaient les conditions réunies qui ont réveillé chez moi ce sentiment d'amour que j'ai ressenti? Ok. T'as quelque chose? Ouais. Maintenant, la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Mais la plupart du temps, on a fait l'exercice aussi avec nos filles la semaine passée. La façon par laquelle on va nous exprimer notre amour envers l'autre, elle est identique à la façon à ce qui réveille chez nous le sentiment d'amour. C'est-à-dire que quand on a pris, par exemple, mes filles, on leur a demandé, c'était intéressant parce qu'on leur a demandé, C'est des humains. c'est des jumelles en plus, on leur a demandé quelle est la situation que vous êtes sentie, mais elles ont ramené une certaine situation et c'était marrant, c'était la même situation, le même événement, mais quand on leur a demandé séparément, qu'est-ce qui a réveillé chez elles le sentiment d'amour, alors c'était des réponses complètement différentes. C'est-à-dire, une, elle a dit qu'on m'a dit qu'on m'aimait, vous m'avez dit que vous m'aimiez, et l'autre, elle a dit, vous avez investi pour moi, vous êtes investi du temps pour moi. C'est 2 choses complètement différentes, mais qui ont réveillé le sentiment chez elle. Ce qui était intéressant, c'est après. Ça veut dire après, quand
quand une d'elles, je lui ai dit comment toi tu aimes, comment tu exprimes l'amour envers tes copines, nous, tes parents, tes frères et sœurs, elle a dit je leur dis que je les aime. Et la deuxième, sa jumelle, elle a dit je fais des choses pour elle, je m'investis pour elle. Donc là, l'exemple est très clair. L'exemple, c'est on reproduit. Exactement. On reproduit pour exprimer notre amour, on reproduit on reproduit le langage d'amour que nous on connaît en fait. Exactement. La plupart du temps, pas forcément le cas, mais ce qui est le plus important ici, c'est la conscience qu'on a des langages différents. Il y a un Yoed Zougi, un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman, qui a écrit un livre, Les 5 langages d'amour. Maintenant, dans ce livre, il a mis le centre du livre, c'est ça. Alors oui et non, d'accord. Et après, on va s'arrêter là. Et le problème, c'est que pourquoi maintenant devoir sortir des livres de Goïm modernes qui vont d'après la modernité, qui sont à la mode aujourd'hui, qui ne seront plus demain et qui n'étaient pas hier, alors qu'on a toute une encyclopédie sur la nature masculine, la nature féminine et l'amour, si vous voulez, et tout ce que vous voulez sur le couple dans le judaïsme, d'accord. Quelque part, c'est plus facile de lire un petit livre d'un goy qui parle des 5 langages de l'amour que d'étudier toutes les halakhot dont j'ai parlé avant, avec approfondissement. Et par contre, le fait qu'on a des langages différents, c'est tout à fait vrai. Mais je dirais pas dans cette histoire de langage de l'amour que ça, c'est une expression moderne qui vraiment ne veut rien dire, d'accord. Le fait est que l'homme et la femme ont des langages différents, comme c'est dit dans le Talmud. C'est dit que les femmes sont un autre peuple. Et j'ai vu un rave très intéressant qui disait le mot âme ne signifie pas peuple, il signifie société. Les femmes sont une autre société. Et donc, elles ont d'autres coutumes, elles ont d'autres façons de s'exprimer. Et moi, je vais vous le dire très concrètement, le langage féminin est, comment traduire ça? J'ai le mot anglais dans la tête. Covert, il est caché. La femme a un langage caché et l'homme a un langage dévoilé. D'accord? Et ça, c'est une des principes, c'est presque le premier principe de différence entre nos deux langages. La femme, elle a un langage caché et l'homme, il a un langage dévoilé. La femme ne dira jamais les choses explicitement. D'accord? Sauf si ça n'a aucun rapport avec elle. Peut-être elle dira les choses explicitement. Mais pour les choses qui ont un rapport avec elle, jamais elle ne s'exprimera de façon directe, toujours de façon indirecte et cachée. Et l'homme, il exprimera toujours les choses de façon directe. C'est une des choses qui peut amener à une grande incompréhension. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, il a donné 9 parts de parole à la femme et 1 part de parole aux hommes. Donc normalement, la femme doit s'exprimer beaucoup. Si elle est silencieuse, c'est qu'elle a un problème ou qu'elle cache quelque chose, d'accord. Donc ça, c'est des choses à savoir. Mais c'est vrai qu'on a une façon de s'exprimer différente, et c'est pour ça que les sages ont dit Al tarbe sichaim maïsha, ne multiplie pas les discussions avec la femme, parce que c'est écrit à la fin chez Kol Amar Besichaim Maïsha, Batel Midivre Torah, Sofo Yoresh Geinom. Il n'étudie pas la Torah à cause de ça, et à la fin, il va hériter du Geinom. Est-ce que le Geinom, c'est quelque chose dont on hérite? Est-ce que c'est pas une punition? Est-ce que c'est pas la Gemara, la Mishnah ici ne nous parle pas du Geinom qui arrive après la mort. Elle nous parle du Geinom dans la vie, d'accord? Le fait de parler trop longtemps avec sa femme va amener l'homme à se trouver dans une situation où il va être dans un enfer sur terre, parce que la femme, elle a besoin comment on appelle ça? Elle a besoin de sentir le manque vis-à-vis de son mari, le manque de proximité. Si on lui donne cette proximité en abondance sur un plateau, elle va se sentir trop rassasiée, elle va finir par mépriser son mari, et ce mépris va se ressentir dans la discussion ou dans son attitude générale, et ça peut même aller jusqu'au divorce. C'est pourquoi il faut toujours raccourcir au maximum les conversations avec la femme et trouver une raison de partir une fois qu'on pense que ça a duré trop longtemps. Et ne jamais lui donner toute l'attention dont elle a besoin. Il faut toujours qu'il y ait une petite frustration, qu'il lui en manque un petit peu, afin qu'elle sente toujours qu'elle a besoin de son mari, qu'elle a envie de lui parler, etc.
C'était ça l'idée des sages. Et après ça, il parle pendant une demi-heure sur le fait. Euh, il parle pendant une demi-heure sur quoi déjà? Euh, je ne me souviens plus, ça m'a échappé. Enfin bref, c'est pas très intéressant ce qui se dit après. Il parle beaucoup pour pas dire grand-chose. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez un pouce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, envoyez à un ami.